Je vais commencer par vous dire merci de m'avoir invité aussi aujourd'hui pour parler de Pierre Claver-Zan. Je crois que c'est ça le sujet. Et parce que j'adhère à toutes les initiatives qui vont dans le sens d'honorer la mémoire de mon mari. Je suis Marie-Constance Oyebana, veuve Zengibom, professeure d'anglais de formation. Et à la fin de ma carrière, j'ai été inspecteur général de l'enseignement du second degré. Et ça fait 10 ans que je suis à la retraite. Je suis mère de 6 enfants. PCZ est né à Ekwas. Ekwas, c'est dans le regroupement de Nkola Bona en 1953. C'est là qu'il a commencé ses études au primaire, comme tous les enfants, dans son village. Il a continué le premier cycle du secondaire à OIM, au collège d'enseignement technique. Ensuite, il a continué à Libreville au lycée technique. Et à part son diplôme de l'enseignement technique, il a, la même année, passé son baccalauréat A4 qu'il a obtenu et qu'il a conduit à l'université Omar Bongo pour faire des études de droit. Et voilà. Il a, au même moment, pendant qu'il était au secondaire, il a commencé à gratter un peu de la guitare dans les années 72-73. C'était le début de sa carrière. Si on peut dire ça comme ça, c'était juste le début, les prémices. C'était un poète par rapport à la structuration de ses mots, par rapport à l'agencement, à la profondeur, à la beauté de son verbe et par rapport à la musicalité qui allait avec. Donc je sais que c'était effectivement un poète, mais être le dernier des poètes fins, je ne prends pas cette affirmation à mon compte. Mon mari était quelqu'un qui était vraiment épris de sa culture. Parce que, comme tout enfant, il a grandi au village. Il a été marqué par cette culture que ses parents lui ont inculquée. Et c'était vraiment le fondement de toute sa vie. Parce que il l'a chanté et il vivait de telle sorte qu'il se tienne toujours dans la vie comme c'est demandé culturellement. Et dans ses chansons sont vraiment enracinées dans sa culture, dans les sonorités, la profondeur, dans les conseils qu'il donne. Il tire tout cela de sa culture. Donc vraiment, il a tenu à la faire connaître, à la faire aimer, à la faire respecter dans son art musical. Voilà, je vous ai dit par rapport à sa musique que les gens qui comprennent ce qu'il dit savent de quoi je parle. C'est-à-dire que toutes ces chansons qui sont en et même certaines qui sont en français tiennent leur source, leur fondement de sa culture. Maintenant, dans l'engagement politique, je vais dire que c'était sa personne, en fait. C'est-à-dire qu'il était celui qu'il voulait être par rapport à la culture d'où il vient. Et il tenait à incarner ses valeurs, des valeurs culturelles. Par exemple, des valeurs de respect, des valeurs de partage, des valeurs du respect de l'aîné. Voilà, donc dans toute sa vie, il a tenu vraiment à rester lui-même, c'est-à-dire celui que sa culture recommandait d'être. C'était en 1973 que nous nous sommes rencontrés. Je venais d'avoir mon bac et nous habitions le même quartier. Je l'ai appris à ce moment-là parce que je ne le connaissais pas avant. Nous habitions le même quartier et puis nous avons fait connaissance par personne interposée. Je peux dire que dans la culture femme, c'est vrai qu'il y avait des sentiments, mais dans le temps, les mariages étaient des mariages plutôt arrangés entre les familles. On regardait les valeurs, le comportement, et c'est comme ça que ce sont les parents qui se déplaçaient pour aller voir d'autres parents et demander la main de leur fille. Et des fois même, on choisissait des femmes qui étaient en grossesse avec une promesse de mariage si jamais le bébé était une fille. C'était un arrangement au tout début entre les familles. Bon, c'est vrai que l'amour venait, mais l'amour naissait. L'amour naissait. Il y avait d'abord le lien et l'amour venait après.
Je crois que ce n'était pas vraiment notre cas. Je crois que nous nous sommes rencontrés. Mais là où la culture intervient, c'est que chez les femmes, tu as beau avoir une amie ou un ami, tant que ce n'est pas présenté chez tes parents pour franchir toutes les étapes nécessaires, on ne le considère pas comme quelqu'un qui tient à toi. Donc, dans notre couple, toutes ces étapes avaient été franchies dès le départ. Et voilà, ça aboutit au mariage. Donc, nous avons vraiment respecté tout ce que la coutume nous conseillait de faire. C'est comme ça que nous avons commencé, mais c'est allé assez vite parce qu'en 1974, nous avons eu notre première fille. Et notre relation a évolué jusqu'à ce que nous nous sommes mariés en 1981. Et nous sommes restés mariés jusqu'à son départ. Dans le couple, nous n'étions pas deux artistes en fait. C'était lui l'artiste. C'était lui l'artiste depuis que je l'avais connu jusqu'à son décès. Mais vous savez, puisque vous savez de qui vous parlez, qu'il y a eu une rupture entre-temps. C'est vrai qu'il est resté artiste dans l'âme, mais de 1973 à 1990, il était complètement artiste en menant ses études parallèlement. Et par la suite, quand il est rentré au gouvernement, il a mis un bémol sur le côté artistique parce qu'il ne pouvait plus faire de concerts et tout. C'est seulement en 2005, quand il est sorti du gouvernement, qu'il a sorti son dernier album, Ntoum. Voilà, il est décédé 5 ans après et ce dernier album était même prémonitoire parce que là-dedans, la chanson phare, c'était Aou. Voilà, et après, il est parti. Bon, à ce moment-là, moi, je n'écrivais même pas encore. C'est vrai que c'est quelques années, en 2008, que moi j'ai sorti mon premier livre. Lui, il est parti deux ans après. Donc, je ne peux pas dire que nous étions un couple d'artistes. C'est lui qui était artiste. Et bon, et moi, je jouais mon rôle d'épouse. Je voyais que ceux qui l'inspiraient, c'était des chanteurs comme Julio Iglesias, comme Georges Brassens par la suite, par rapport aux mots, parce que comme Georges Brassens, il était qualifié de maître des mots, vraiment, il était très, très émerveillé par la manière dont il chantait, je veux dire qu'il posait ses mots. Mais après, il a pris ses marques, il a trouvé son chemin, il s'est forgé, je veux dire, son rythme et puis sa personnalité, et il est devenu ce qu'il était. Les chansons, c'est, comme on dit, c'est de la poésie. Et ça fonctionne par thème. On ne peut pas dire dans une seule chanson, on va tout retrouver. Il a chanté plusieurs thèmes et les chansons étaient par thème. C'est vrai que dans certaines chansons, on pouvait retrouver 2 ou 3 idées, mais il y avait un thème central. Il a beaucoup chanté l'amour, il a chanté la mort, il a chanté l'amitié, il a donné des conseils. C'était un chanteur un peu engagé parce qu'il a parlé de la préservation de nos richesses. Il luttait contre le néocolonialisme, j'y arrive. Et voilà, c'était des thèmes différents selon les chansons. Je ne peux pas vous dire que dans cette chanson, tout était regroupé. Je peux vous dire qu'il a allié le traditionnel au moderne. Voilà, parce qu'il chantait enfant. Il alternait, il chantait enfant, il chantait également en français. Et quand bien même ces chansons enfants n'étaient pas très perméables, parce que c'est un langage assez soutenu, il a fait en sorte que les gens le découvrent cette culture fan à travers ses chansons et qu'ils l'aiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient rien, mais d'après les mélodies, la manière de chanter et tout, ils l'appréciaient. Donc, il a fait découvrir la culture à travers sa chanson. L'évolution, c'est que même les tenues de scène, parce que quand enfant, je veux dire chez nous, quand vous chantez, vous avez une tenue traditionnelle que vous portez. Et à l'époque,
Les gens, quand ils chantaient, ils s'habillaient en raffia, enfin des tenues traditionnelles. Lui, si vous avez remarqué, lui, il était toujours en costume. Quand bien même il chantait, c'est vrai, les danseuses étaient en raffia et tout, mais il a su introduire le modernisme dans le traditionnel. C'est cette évolution-là qu'il a pu apporter. Et par la suite, il y a beaucoup de chanteurs qui ont suivi, je ne dirais pas qu'ils l'ont copié, qui se sont inspirés de sa façon d'être pour évoluer dans leur milieu à eux. Quand il a été appelé au gouvernement, il était artiste, mais il a dû stopper, ce qui fait que son côté artistique n'influait pas vraiment sur son engagement politique, parce qu'il était tellement occupé qu'il avait mis ça en sourdine, jusqu'à ce que je vous ai dit en 2005. Mais lui, il n'était plus ministre à l'époque, il était maintenant député, donc il avait plus de temps. Donc, il a su faire la part des choses parce que le tout n'était pas condensé au même moment. Et même après, c'était juste un album qu'il a sorti et puis il n'y avait plus rien eu. Ce serait prétentieux pour moi de dire qu'on menait des combats ensemble. Parce qu'en fait, moi, j'avais mon côté professionnel. J'étais là en tant qu'épouse, je m'occupais de mon côté professionnel. J'étais enseignante, j'avais beaucoup à faire. Et puis, il y avait l'éducation des enfants. Donc, pour moi, il n'y avait vraiment pas de combat culturel à mener. Il était un ambassadeur de la culture fang. C'était un ambassadeur et il menait bien, si on peut appeler combat, il le menait bien à travers sa musique, à travers ses chansons. Et du côté de la politique, ce n'était pas, ça je le dis, ce n'était pas vraiment mon milieu. Je n'ai pas fait de la politique avec lui. Ce que je faisais, c'est que j'étais là en tant qu'épouse, je le soutenais discrètement, mais là où je me faisais voir un peu, c'était dans notre canton parce que c'était son siège, il briguait tout le temps des mandats de député. Et voilà, et comme il fallait que je m'occupe des femmes, du canton et tout, c'est à ce moment-là que je jouais un peu mon rôle, je le secondais. Mais vraiment faire de la politique avec lui, ce n'était pas vraiment ça ma préoccupation. Quand on parle de figure publique, même l'artiste est une figure publique. Hein? C'est une figure publique. En fait, quand nous nous sommes mariés, c'est vrai qu'il n'était pas encore vraiment une personne publique parce qu'il s'est révélé beaucoup plus, enfin, je vais dire un peu plus tard. Mais je savais, j'avais déjà les prémices de ce qui m'attendait. Quand vous vous mariez à une personne de ce genre, vous prenez vos responsabilités. Vous prenez vos responsabilités, vous savez ce qui vous attend. Et vous, quand on se marie à l'Amérique, qu'est-ce qu'on dit? Vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Donc, quand vous vous mariez, il faut savoir que vous devez assumer votre rôle d'épouse. Vous tenir à ses côtés, le seconder. Il voulait toujours préserver son côté familial. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, je ne faisais pas de politique avec lui, je n'allais pas dans les meetings. J'étais à ses côtés, par exemple, si nous sommes invités par le président ou quelqu'un d'autre, voilà, quand il fallait, j'étais à ses côtés. Mais je n'étais pas tout le temps là. Donc, je l'assumais assez correctement, je veux dire, et assez simplement, sans trop chercher à demander plus que je ne peux recevoir, parce qu'il faut aussi faire des compromis, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Il était déjà connu en tant qu'artiste. Ensuite, il est devenu membre du gouvernement avec beaucoup de soucis. Donc, vous devez vraiment relever le défi de garder la stabilité de la famille pour que quand il rentre à la maison, il retrouve un foyer parce que vous ne savez pas tout ce qu'il a vécu à l'extérieur. Et donc, c'est le plus grand défi, c'est-à-dire prendre sur soi, assumer son rôle et puis avoir un devoir de discrétion pour ne pas l'exposer. C'est ça. Je le soutenais effectivement, mais discrètement, comme l'adage qui dit derrière un grand homme se cache une femme. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut savoir garder sa place et puis il faut faire ce que
vous ressentez. Il faut faire ce que vous ressentez. Et lui, il tenait vraiment à avoir un côté privé, que sa famille ne soit pas exposée parce qu'il tenait à l'éducation de ses enfants. Il ne voulait pas que ses enfants soient trop exposés. Il voulait qu'ils mènent une vie normale. Et la plupart du temps, nous allions au village, par exemple, pendant les vacances. Il tenait à ça parce que c'était dans la continuité de sa vision. Il voulait que ses enfants s'imprègnent de la culture du village. Et donc, nous passions beaucoup de temps au village. Le veuvage est vraiment primordial dans la culture Fon. Parce qu'en fait, il y a eu, comment je vais dire, je ne dirais pas évolution, mais je veux dire la promiscuité avec d'autres cultures a fait en sorte que les choses soient galvaudées. Parce que dans la tradition Fon, le veuvage, c'était pour la protection de celui qui reste, en fait. Parce que c'est déjà un grand choc de vous séparer de l'être aimé, de quelqu'un avec qui vous avez vécu. Vous êtes déstabilisé. Et donc, il fallait passer par un rite pour non seulement essayer de vous dissocier de lui et de vous réapprendre à continuer à vivre sans lui. C'était de très bonnes intentions. C'est après que ça a été galvaudé parce que c'est devenu un moment où on vient régler les comptes entre les belles sœurs qui viennent, les belles-mères. Ça, c'est devenu vraiment... Ce que c'est aujourd'hui ne représente pas ce que ça devrait être. Parce que la communauté Fon avait été organisée de telle sorte que même après le départ d'un conjoint, que la personne qui reste insérée dans la famille, que c'était un patrimoine de la famille, surtout si la personne a laissé des enfants. Donc, c'est ainsi que le veuvage se vivait chez les Fon. On vous fait passer par ces rites-là, assez contraignants, mais qui en fait étaient pour votre bien, pour que vous restiez, je peux dire, lavé et prêt à continuer de vivre en restant dans votre foyer, parce que chez les Fon, il n'y avait pas de divorce. Après, c'est pas comme chez les Blancs, le mariage se termine par le départ de l'un des époux. Dans la culture Fon, on ne divorce pas comme ça. Votre époux est parti, c'est vous qui le remplacez, surtout si vous avez des enfants. Et à l'époque, c'était le lévira. Si votre mari est parti, vous pouvez prendre un de ses frères. Un de ses frères peut vous épouser ou un membre proche de la famille. Donc, le veuvage, ce n'était pas une mauvaise chose. C'est aujourd'hui que ça devient galvaudé. C'est par rapport à l'évolution des mentalités. Je vais dire, c'est dans la norme. C'est-à-dire, quand on fait le veuvage, il y a des étapes, un cérémonial à respecter. Et moi, je suis passée par ça. Je ne me suis pas dérobée, sauf que c'est un peu allégé maintenant. C'est-à-dire qu'avant, quand un homme décédait, que sa femme devait faire on la laissait, par exemple, dormir par terre pendant 3 jours, à même le sol. Bon, maintenant, ça a été allégé, surtout quand les gens meurent et des fois, ils laissent des messages, voilà, ne faites pas ci à ma femme, ainsi de suite. Donc, j'ai fait toutes ces étapes. J'ai dormi par terre. On a fait le cérémonial après l'enterrement, toute la nuit, il y a des choses à faire. Le lendemain, on vous coupe les cheveux. Après, on va vous laver, en fait, pour vous purifier. Et les rites continuent, le cérémonial continue. Je suis passée par tout ça. Et je l'ai fait, je me suis préparée à ça. Je l'ai fait sans contrainte. Je l'ai fait en pensant à mon époux, en me disant qu'il faut que je passe par là, parce que mon but était de rester là, de continuer à l'honorer, et il fallait que je l'honore jusqu'au bout. Donc, je n'ai rien eu de spécifique, je n'ai fait que suivre le cérémonial qui se déroule pour tout veuvage au village. La première action principale était de lui construire un mausolée. Un mausolée. Ceux qui passent par Oyem, par Nkola Bona, peuvent le voir. Et il est présent là. C'est-à-dire, on ne le cherche pas, les gens viennent, ils se recueillent là,
pendant les vacances. Tous ceux qui passent par là et puis vont lui rendre visite. La deuxième action a été que nous avons collaboré avec le ministère de la Culture pour un hommage qui lui a été rendu. Et à la suite de cet hommage, il y a même eu un DVD. J'avais également été interviewée comme ça pour parler de lui. Et il y a eu l'hommage qui a été fait par le ministère de la Culture à l'époque du ministre Ebele Winsé. À la suite de cet hommage, ils nous ont également soutenus dans la production d'un coffret collector. Et ce coffret collector contient 4 CD. Et là-dedans, il y a toute la musique de Pierre Claver-Zin. Je dis bien toute la musique. Et c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur. Et je remercie encore le ministre Ebele Winsé aujourd'hui de nous avoir aidés à faire en sorte que ce projet devienne réalité. Parce que lui-même, il avait commencé avec le chanteur Georges Seba, camerounais, mais il n'avait pas pu terminer. Et ça a été vraiment un défi pour nous. Donc, c'est vraiment une grande action. En même temps, il y a certains groupes culturels qui l'honorent. Je citerai par exemple Manfan, un groupe comme ça, et puis à Génération Ekan, qui s'organise même chaque année pour un prix Pierre Claver-Zin. Donc, ils organisent le prix, quels sont ceux qui viennent interpréter, ils posent des questions, ainsi de suite, ils l'honorent. Donc, il y a ça. Nous avons également ouvert une page Facebook, je veux dire la famille, que nous alimentons. Il y a un événement qui s'y passe et puis les enfants l'alimentent pour garder vraiment vive la mémoire de leur père. Il y a, par exemple, certains chanteurs qui sont venus nous rencontrer pour des reprises de ces chansons. Nous avons donné notre autorisation. En fait, nous encourageons toutes les initiatives qui vont dans le sens de garder vraiment allumée la mémoire de Pierre Claver-Zin. Donc, voilà, c'est ce que nous continuons de faire. Quand on parle de la jeunesse gabonaise, il faut d'abord les scinder. Je parlerai d'abord de la jeunesse fan. Parce que aujourd'hui, on a beau dire, comme les parents maintenant n'apprennent plus vraiment la langue maternelle à leurs enfants, c'est un handicap. C'est-à-dire pour s'imprégner de la culture fan, il faut d'abord savoir parler sa langue pour comprendre ce qui se dit. Donc, il faut que les parents apprennent à leurs enfants à parler le fan. Je vais vous dire, nos premiers enfants ne parlaient que fan. Parce qu'il avait interdit qu'ils parlent français. C'est une fois à l'école qu'ils allaient parler français. Il leur donnait même rien que des noms fan, des prénoms. Il n'y en avait pas, des prénoms chrétiens. À la suite, comme ça posait des problèmes, nous avons dû aller à la mairie, au tribunal pour insérer les prénoms et tout. C'est vous dire combien ils tenaient à ça. Donc, pour la jeunesse, là, il faut repartir, il faut se ressourcer. Il faut aller au village. Ce n'est pas en ville ici qu'on va s'imprégner des valeurs culturelles. Et quand vous commencez à parler, vous posez des questions, vous pouvez écouter et essayer de comprendre. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez vous approprier cet héritage-là. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas le fan, ils peuvent s'inspirer de son parcours. Même s'ils ne comprennent pas, ils aiment les sonorités. Je reçois d'ailleurs à la maison beaucoup de jeunes qui sont à l'université et tout, qui viennent nous voir pour poser des questions parce qu'ils écrivent des mémoires sur lui, ils veulent se renseigner, voilà, poser toutes sortes de questions comme vous faites là. Et je crois que ce n'est que comme ça que ça peut se perpétuer. Ils vont s'approprier l'essentiel de son art, l'essentiel de ses messages et savoir vraiment quel genre de personne il était. Je dis que la culture fan est en danger. Pour moi, elle est vraiment en danger. Et comme vous dites, on a pris un peu d'avance. Ça commence d'abord par le langage.
Ça commence par le langage. Je me rappelle quand j'étais jeune, nous avons commencé à parler la langue maternelle. Et puis quand on allait à l'école, on nous faisait ce qu'on appelle le symbole pour vous forcer à parler français. Mais qu'est-ce qui se passait dans le cycle de l'apprentissage? Quand on me posait une question en français, je réfléchissais d'abord dans ma langue. Je me situais d'abord dans ma langue et puis je comprenais ce qu'on me demandait en français. Maintenant, c'est l'inverse. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? On a beau faire des études et tout, je remarque, j'étais professeur, je vous l'ai dit, que le niveau a complètement baissé. C'est-à-dire, les enfants n'ont plus de repères, je sais, ils ne savent plus à quoi s'accrocher, ce qui fait qu'ils écrivent le français, ils parlent français, mais c'est vraiment léger, plein de fautes, surtout avec l'arrivée des TIC là, l'Internet et tout, c'est, voilà. Donc, je peux dire que la culture a pris un coup. Et c'est le devoir des parents de remédier à ça. Il y a certains enfants qui ne mettent pas pied au village, même pendant les vacances. Il faut donner l'amour de son village, l'amour de sa culture, transmettre cet amour aux enfants. Ce n'est pas pour me vanter, mais aujourd'hui, je vous dis, mes enfants ne peuvent pas passer toutes les vacances ici. Même mes petits-enfants, quand arrive le mois de mai, commence à dire, mamie, bientôt, juin, on va aller à Nkola-Bona. Et ils sont tellement heureux quand ils sont là-bas. C'est la liberté, ils posent des questions. C'est vraiment s'imprégner de sa source. Et c'est comme ça que vous créez l'amour de votre culture, l'amour de votre village. Parce qu'une fois, j'étais vraiment très fière quand un de mes petits-fils m'a dit, mamie, même si tu meurs, on ne va pas oublier ce village, on viendra toujours. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je dis que la culture fond est en danger et que c'est le devoir des parents, surtout des jeunes parents qui eux-mêmes parlent français, qui ne peuvent même pas peut-être transmettre à leurs propres enfants, mais il faut que ce soit remédié. Je crois avoir entendu qu'on va remettre l'apprentissage des langues maternelles dans les établissements scolaires. Je crois que ce sera vraiment une bonne chose. Parce que c'est cette culture-là qui nous identifie dans le monde. Ce n'est pas vraiment souhaitable d'avoir des personnes acculturées. Parce que la culture occidentale, c'est très bien, mais qu'est-ce que nous-mêmes nous apportons dans le partage universel? Donc, voilà. Ce serait vraiment un peu prétentieux de ma part de pouvoir transmettre des messages précis. Ce que je peux dire aux jeunes artistes, c'est de vraiment travailler. Parce que pour que votre musique, pour que vous marquiez votre passage, il faut vraiment travailler que rien ne soit vide. En fait, il faut essayer d'exceller dans tout ce que vous faites dans la vie. Que vous soyez cordonnier, que vous soyez professeur, que vous soyez où que vous soyez, quand essayez de faire au mieux ce que vous avez choisi de faire. Et mon mari disait toujours que c'est vous-même qui donnez de la valeur à ce que vous êtes. Donc le message que je peux transmettre à ces jeunes artistes, c'est vraiment de persévérer dans ce qu'ils font et d'essayer de donner du contenu pour que ça reste. Parce que si aujourd'hui la musique de Pierre Claverson traverse les générations, c'est parce qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Ces messages, les messages qu'il véhicule sont toujours actuels. Donc il faut de la profondeur et ça nécessite beaucoup de travail. Et aujourd'hui, je peux dire que ce qu'il a fait reste actuel et ça risque même d'être éternel parce que ne dit-on pas qu'un artiste ne meurt jamais. Donc il faut que chacun marque son temps. Il a véhiculé des valeurs traditionnelles, comme je l'ai dit, même dans la politique. C'est des valeurs de respect, des valeurs de partage. Ce n'est pas parce qu'on est un homme politique qu'on doit être froid. Parce que même en étant un homme politique, il a toujours gardé cette chaleur humaine. Et pour lui, les adversaires politiques n'étaient pas des ennemis. Donc il faut savoir que nous sommes des frères dans un même Gabon. Nous sommes tous frères, même si nous avons des idées qui ne convergent pas.
Mais il faut savoir être correct les uns envers les autres, se respecter, avoir l'amour du prochain et c'est ce qui élève. Et nous l'avons bien vu quand il est parti. Vous deviez être encore bien jeune, mais c'était quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, quelque chose de fantastique. Nous sommes arrivés à l'aéroport, les gens ont marché de l'aéroport jusqu'au stade. Il y avait des éclopés, des femmes en grossesse, des enfants. Ils ont tenu, ils l'ont séquestré tellement il avait marqué leur esprit. C'était quelque chose d'exceptionnel. Peut-être que vos parents peuvent vous en parler. Et quand nous sommes allés à OIM, c'était la même chose. C'était tellement émouvant. Donc, il faut marquer positivement votre passage. Que vous soyez artiste, que vous soyez homme politique, que vous soyez n'importe quel Gabonais lambda. Donc, il faut marquer positivement. Mon rôle, c'est de continuer de garder la flamme allumée. C'est de continuer d'encourager toutes les initiatives comme celles que nous avons là aujourd'hui. C'est parce que je veux que sa mémoire soit toujours honorée que j'ai accepté de venir vous rencontrer ici et d'en parler. C'est une manière de continuer son œuvre. L'un des projets que nous avons aussi, les enfants et moi, c'est comme au mausolée là-bas, c'est fait de telle manière qu'il y a des pièces. Nous voulons faire un genre de musée, c'est-à-dire mettre ses effets, des écrits, des photos et tout pour qu'il reste vivant, qu'il ne voit pas seulement le Pierre Clavers dans la tombe, mais qu'il voit des images, qu'il voit par exemple ses effets, ses habits, ses guitares, ainsi de suite, pour qu'il reste vraiment vivant dans la conscience collective. Et puis, comme je vous ai dit, je continuerai de soutenir, comme je l'ai toujours fait, toutes les initiatives qui vont dans le sens de perpétuer son art, d'honorer sa mémoire et de la garder vraiment vive. Je dirais sans hésiter qu'il s'agit de nos enfants. Nos enfants, vraiment, je suis fière de la manière dont nous les avons élevés. Et je suis sûre que de là où il est fier de ce qu'ils sont devenus par rapport à ses valeurs, aux valeurs que nous avons su leur inculquer, de l'amour qu'ils ont pour la culture fan, le village, de la manière dont ils sont dans la société, parce que pour la plupart, ils travaillent maintenant et ils ont vraiment gardé ces valeurs. Je les reconnais, je reconnais ces valeurs en eux et c'est une grande fierté. Ce sont des personnes équilibrées, ce sont des personnes qui incarnent vraiment les valeurs tant inculquées dans leur esprit et dans leur vie de son vivant. Et pour moi, je trouve que c'est notre meilleure réussite. Espérance. Je parlerai de l'espérance. L'espérance, pourquoi? Parce que Dieu fait ces choses, mais dans sa musique et tout le long de sa vie, il a toujours véhiculé un message d'espoir, un message de partage, un message d'amour. Et donc, je dis que nous devons continuer de vivre, nous devons continuer de partager ce message-là et que les hommes ne pensent pas que malgré les problèmes, tout est sombre. Je suis là aujourd'hui, je parle de lui et pourtant il y a quelques années, je ne pouvais pas le faire. Mais il faut avoir de l'espoir. C'est-à-dire, même si vous êtes au fond du trou, son parcours a été un peu atypique. Comme je vous l'ai dit, il est sorti du collège technique, lycée technique, il s'est retrouvé en droit. C'est vraiment un parcours atypique, mais parce qu'il avait de l'espoir. Il était vraiment engagé dans tout ce qu'il faisait et il avait toujours de l'espoir. Jusqu'à son départ, il ne cessait de dire ne t'inquiète pas, Dieu va nous aider, il faut avoir de l'espoir. Donc, c'est cet espoir-là, comme on dit, l'espoir fait vivre. Mais il faut espérer positivement en posant des actes qui vous élèvent, en posant des actes qui font en sorte que les gens ne vous oublient pas. Voilà, c'est pour ça que je parle de l'espérance. Et nous devons espérer en un monde meilleur. Nous devons espérer en une vie meilleure. Et ça va nous booster à poser des actes qui nous honorent et qui vont améliorer notre vie sociétale.
Le mot de fin, c'est que je vous remercie encore une fois de m'avoir invité pour cette interview. J'espère que je ne vous ai pas trop déçu et j'espère que cette interview contribuera toujours à la conservation du patrimoine culturel et politique de mon époux et que voilà, on pourra continuer à faire de bonnes choses. J'espère que cette interview vous donne certaines réponses à vos questions et que Dieu nous garde. Je vous remercie.